Oui. Comment ça va? For in the final analysis, our most basic common language. Ici, vous êtes par excellence le bienvenu. Vive le Maroc. L'histoire moderne du Maroc est liée à celle de la dynastie de monarques, les Alaouites, descendants du prophète Mohammed. Ils ont successivement garanti l'unité et l'indépendance d'un royaume à la fois africain, musulman et arabe. Dans le premier film, nous avons narré cette histoire jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. Hassan II règne sur ce pays contrasté depuis plus de 25 ans. Ce deuxième film tente de comprendre comment il a relevé un tel défi. Mohamed V, père de la nation marocaine, meurt subitement en 1961. Le choc est immense. En effet, il jouissait d'une dévotion populaire peu commune. Il incarnait les espoirs d'un peuple uni dans sa lutte pour la décolonisation. Durant 5 ans, il jeta les fondements d'un État moderne. Mais beaucoup restait à faire. Assurer le développement d'un pays qui avait subi la colonisation française, forger un système politique qui concilie la tradition marocaine et une ouverture sur le monde. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sha'ban al-Aziz. Il appartenait à Hassan II, 35e héritier de la dynastie, d'assumer l'héritage et de relever de nouveaux défis. On ne peut pas comparer l'incomparable, dans ce sens que mon père, que Dieu ait son âme, n'a régné sur le Maroc indépendant que 5 ans. 56-61. Le serviteur de Dieu et des Marocains qui est devant vous, va vers sa 25e année. Il y a en réalité similitude et divergence. Similitude parce que il aurait voulu restituer le Sahara. L'aurait-il fait par la marche verte ou pas? C'est une affaire. Il aurait voulu certainement une constitution pour son pays, puisque je n'ai fait que répondre aux promesses qu'il avait exprimées. Aurait-il fait la même constitution ou pas? Je n'en sais rien. Pascal disait le style c'est l'homme. Et le plus dangereux dans cette affaire, surtout lorsqu'il y a une telle adoration entre du fils pour son père, c'est de vouloir absolument singer son père. Je n'ai jamais voulu singer mon père, ni faire exactement ce qu'il aurait voulu de la façon qu'il aurait employée. J'ai recherché à réaliser ses buts, à poursuivre son œuvre, mais à travers mon style qui m'est propre. Maintenant, l'histoire jugera si mon style était bon ou pas.
En décembre 1962, Hassan II soumet une constitution au référendum populaire et assure ainsi son pays d'un système démocratique et parlementaire tout en réservant des pouvoirs décisifs aux souverains. Les premières élections traduisent la vitalité du pluralisme politique marocain qui s'impose comme une expérience originale dans les pays du tiers-monde. Je pense que la constitution marocaine a certains aspects plus positifs que la constitution française, à mon avis. Mais je n'ai pas à faire la critique de l'une ou de l'autre. Mais je pense que pour un lecteur averti, ou un professeur de droit, ou un juriste, ou une personne qui aurait la pratique des constitutions, il verrait quand même, par exemple, notre conception du Sénat. Vous n'êtes pas en France. En France, chez vous, le Sénat est un frein, une chambre de réflexion. Tandis que ma chambre des conseillers, moi, va être un moteur, car elle est plaquée sur ceux qui travaillent, qui rendent, qui réalisent l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'artisanat, les groupements syndicaux, chose que vous n'avez pas. Ça, à mon avis, c'est la grande innovation de cette constitution. C'est cette poussée par la base. La lutte pour l'indépendance s'est conjuguée avec une mobilisation ouvrière et la formation de l'Union marocaine du travail. Un syndicalisme indépendant s'affirme dans les années 60, traduisant les aspirations d'un jeune prolétariat qui œuvre dans les industries, les travaux d'infrastructure et les ports. La majeure partie de la population demeure cependant enracinée au sol, tentant au fil des jours et des saisons d'assurer le pain quotidien. Pari difficile, sinon impossible à tenir, avec une moisson annuelle de naissance parmi les plus élevées au monde. Hassan II pressent le drame, mesure que l'accroissement démographique commande le développement agricole plutôt que l'industrialisation massive. Dans un pays où les sécheresses cycliques sont coûteuses pour les paysans, de grands travaux hydrauliques s'imposent. 12 nouveaux barrages sont aménagés. Le morcellement et la redistribution des terres sont pratiqués. La mécanisation et le crédit agricole soutenus. Néanmoins, l'aristocratie foncière veille au grain. 3% de la population. Elle contrôle 30% des terres cultivables. Le défi demeure en dépit des acquis. L'exode rural se poursuit et prend de plus en plus une allure irrésistible. La ville apparaît alors aux paysans sans terre d'un attrait magique. Le fellah espère y trouver un gagne-pain et un monde meilleur pour ses enfants. Casablanca, métropole moderne, dont la population est aujourd'hui de 3 millions d'habitants, symbolise tous ses espoirs. Ville grouillante, lieu de négoce des grandes entreprises, on y découvre un autre rythme, d'autres bruits, des concitoyens venus d'ailleurs. Casablanca, ville déversoir, double sa population tous les 10 ans. L'explosion urbaine rend malaisé l'effort étatique d'aménagement, et beaucoup de sans-abri n'ont d'autre horizon que celui des bidonvilles qui ceinturent la ville. Entre Fès, l'Andalouse, et Marrakech, la Rouge, d'importants travaux de télécommunications et d'hôtellerie permettent au Maroc de développer son industrie touristique. Les splendeurs de ce royaume ancien et moderne ne cessent d'intriguer les visiteurs. Mais pour les Marocains, l'emploi, c'est aussi et surtout dans les petits ateliers artisanaux et dans l'industrie légère qu'ils le trouvent.
Nous sommes loin ici d'un Silicon Valley. Des milliers de Marocains ont fait l'expérience du travail mécanique et technique dans les mines de phosphate, dans les petites entreprises du textile ou de l'agroalimentaire. L'État a un rôle moteur comme premier employeur et investisseur du pays, mais il ne peut tout faire. En attendant, des mutations profondes de la société marocaine sont perceptibles. Au seuil du désert, comme dans les villes, les Marocains ont échangé l'âne pour la mobilette. Objet de statut social, la mobilette deviendra-t-elle ici ce que la bicyclette est aux Chinois? Premièrement, consolider le Grand Maghreb arabe au nord de l'Afrique. Deuxièmement, renforcer la coopération franco-marocaine. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc. Hassan II se lie aux États-Unis, dont le poids dans les affaires mondiales est sûr, tout en gardant cependant des liens d'amitié avec les pays socialistes. Modéré, le roi joue un rôle de médiateur au sein du monde arabe, dont le Maroc est partie intégrante. Dans le pays profond, la sécheresse brûle la terre. L'explosion démographique ne laisse guère de répit. Pour une population dont près de 40% sont berbères, migrer en ville, c'est aussi faire l'apprentissage de la solitude, de la course effrénée pour trouver un emploi, souvent mal rémunéré. Le cas échéant, l'oisiveté forcée, la promiscuité des bidonvilles éveillent les frustrations et parfois la violence sociale, comme ce fut le cas en 1965 à Casablanca. Les archives. Oui. Voilà, donc sur le chargé des archives. L'État marocain a hérité du protectorat français un système bureaucratique centralisé où les sujets doivent obéissance à l'autorité qui a le culte des fichiers et des dossiers. Pour des fonctionnaires aux revenus modestes, ce pouvoir en dissimule d'autres. Ici, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un rôle 72. Des fiches de cartes d'identité de 1972. Ah, depuis 1972 oui, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les fiches de oui, tout le monde. Ça. Oui, oui. C'est le registre ici. Qui sont enregistrés ici, oui. 72, 73, 14. Toutes les années. Alors, ça, c'est ce monsieur qui a fait l'application. Ah oui, il y a des gens, les appels pour continuer dans Ça, c'est la feuille d'application. pas carte nationale. Ça, c'est les photocopies de la carte nationale. Les impôts, les constructions et les exportations. Ça c'est parce qu'elle a reçu des denrées alimentaires. Voilà, exactement. Chaque livre, il a une fiche. Et ici, donc, les femmes viennent pour prendre des cours et Ah oui, comme des cours. Et
qu'est-ce que c'est ce grand tableau? Ce sont les mères des enfants C'est qui ça. sont inscrites dans le centre. Elles reçoivent des leçons et ensuite des études et des rations. Sans être un État-providence, l'État marocain offre des emplois communautaires dans des régions où le chômage et le sous-emploi sont alarmants. Jeunes ou vieux, 60 000 nouveaux travailleurs s'insèrent chaque année dans ces chantiers de l'emploi. Solution provisoire au sous-emploi, l'embauche communautaire est l'une des réponses de l'État pour endiguer l'exode rural et les difficultés qui l'accompagnent. Après les paysannes, les domestiques constituent une catégorie de travailleuses importante, mais recherchée. Signe de promotion sociale des ménages urbains, les bonnes assurent l'essentiel pour un salaire modique. Sans garantie d'emploi ni bénéfices sociaux, elles s'échinent sans répit pour échapper à la pauvreté ou à la déchéance. 10 000 francs, mais en restant la journée. C'est-à-dire, elle passe la nuit à la maison. C'est combien de dollars? C'est en dollars, ça fait 20 dollars 20 dollars. par semaine. Oui, l'équivalent. Elle reste à la maison, elle habite. Oui, la nuit, oui, mais il lui faudra un jour par semaine. Un jour par semaine Ouais. de congé. Ouais. Alors, tu la C'est prends, normal. elle Bah, a des papiers. voilà, elle m'a dit qu'elle n'a pas son carnet ici. dans la maison. Elle va le ramener. Oui, alors tu viens avec moi. Bon, غادي نديها للمرأة. بون شي بس ما كان غادي نشوف غادي نزربها الا تصحت لي هذاك ولا ما صحت غادي نولي خطره. غادي نشوف هذه بعد صافا يلا ما عندكش كارني. Rurales d'origine, jeunes et moins jeunes, mariées ou répudiées, des femmes marocaines font l'expérience du monde de l'usine, de la prolétarisation. Sans éducation formelle, elles ont des emplois au salaire minimum. Certaines de leurs consoeurs ont pu connaître une formation scolaire et une émancipation sociale. Pourtant, dans ce pays, au carrefour des civilisations, combinant la fidélité religieuse à la démocratie, il n'y a pas encore de femmes au Conseil des ministres ou au Parlement. Monarque, roi, couronne, palais. Autant de mots qui suscitent des images et évoquent des mystères. Qu'est-ce donc que le métier de roi? Et qui est Hassan II? En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers les 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h, la plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, ou bien je reprends mon travail entre 17h et 17h30.
Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater depuis la présidence d'un conseil des ministres, à une commission interministérielle, à la remise de fonctions ou de hauts grades dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres hauts fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi, toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça ne s'arrête pas. Quel est le personnage du roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses, dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques, ou ces problèmes de nutrition, ou ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique. Très tôt, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des Sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches sahariennes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. En 1965, Mehdi Ben Barka, leader prestigieux de l'opposition marocaine, disparaît à Paris. On pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, et une crise diplomatique éclate entre Rabat et Paris. Des épisodes shakespeariens secouent la monarchie en 1971-72. 2 complots, 2 putschs militaires visent à supprimer le roi. Lors d'une réception au palais de Skhirat en juillet 1971, des conscrits tirent aveuglément sur tout ce qui bouge. Hassan II s'en tire indemne. Le scénario reprend en 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat, où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est autre que son homme de confiance, le général Oufkir, qu'on retrouvera mort. Vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certains noms dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an ou 2 ans.
Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé deux fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour payer les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'ai été personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skirat et dans la négative? Comment expliquer? Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question, comment allait mourir Hassan II? Le roi Hassan II a rejeté le recours en grâce. 15 de ses prisonniers ont été exécutés ce matin à la prison militaire de Kénitra au Maroc. Accusés de subversion, ils avaient été condamnés à la peine capitale en août dernier. 16 condamnations à mort avaient été prononcées. Le deuxième procès de Kénitra s'était ouvert en juin dernier. Contrairement au procès relatif à l'affaire de Skirat ou au mitraillage du Boeing du roi Hassan II en août 1972, les 159 inculpés n'étaient pas des militaires, mais surtout des intellectuels et des paysans. On ne leur reprochait pas un acte précis, mais plutôt la flambée d'agitation qui avait traversé le Maroc 3 mois auparavant. Vous êtes partisan d'être toujours au milieu de votre peuple? Vous savez, ce contact constant, cette sensation de n'être qu'un, c'est la seule raison parfois, au milieu des grandes tempêtes et des injustices, c'est certainement la seule et unique raison qui fait que l'on veut encore rester là où on est. S'il n'y avait pas cela, j'estime que tout homme peut vivre n'importe où, n'importe comment. Donc je ne me sens pas condamné, de par mes habitudes ou de par mes goûts, à vivre comme je vis. Je pourrais parfaitement vivre autrement. Mais ce qui me maintient là où je suis, c'est parce que je sens que je suis utile à mon peuple. Hassan II a affronté l'épreuve de force. Il en sort transformé. Sa baraka, protection de Dieu, frappe l'imagination des masses marocaines. Entouré d'une aura d'invincibilité, il reprend les affaires de l'État en main, dénonce les inégalités et la corruption, renoue avec le pluralisme politique. Le Parlement siégera à nouveau. L'ère des tempêtes vient de céder le pas à celle de la réconciliation. N'y a-t-il pas, au fond, un sentiment d'une certaine solitude chez vous? Oui, dans un sens. Dans un sens que on ne peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le coup et dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose,
mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution, et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Tous les partis marocains se disent démocrates. Tous se disent démocrates. Et nous n'avons au Maroc, à ma connaissance, aucune force politique qui condamne ouvertement la démocratie. Mais, en fait, certains dirigeants de partis politiques ont un comportement antidémocratique. Mais je peux vous dire une chose, et je vous assure que je vous donne ma parole d'honneur que c'est la vérité. Que s'il n'y avait pas Sa Majesté, réellement, une affection que j'ai pour Sa Majesté, parce qu'il a des côtés qu'on ne connaît pas. Je ne serais pas ici à être dans un gouvernement. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce gouvernement-là. Je le combattrai pour le faire tomber, pour essayer de prendre sa place par la force. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique, ou à un parti politique, ou à un groupe de partis politiques, en dehors de tout garde-fou qui serait le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Certes, il est certain qu'ils se rendent compte que les problèmes sont complexes, qu'il est plus facile de rester dans l'opposition que d'être en première ligne. L'ouverture du Parlement au Maroc a de quoi intriguer l'observateur non musulman. Ici, la prière est de rigueur. Elle est à la fois acte de foi, allégeance au trône alaouite, à Dieu et au prophète Mohammed, qui sont les fondements de la monarchie marocaine. Au Parlement, tous les partis politiques sont représentés. Régions et groupes linguistiques ont ici leur place. Le roi assure l'unité de la diversité. Il désigne et démet le Premier ministre et assure l'intégrité territoriale du royaume marocain. Pour le musulman, El-Béa, qui est l'allégeance, est le lien éternel. Mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette Béa a toujours été donnée aux souverains marocains depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie almoravide, Mourabitine, la première chose qu'elle a faite en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant marocain. إماما لنا يا طيبة عندك يا ترى إليها لنا يوما يكون وصول نقيل أرضا مسها قدم الذي سحبت فوق السماء ذيول صار راحلا للعرش في بعض ليلة وعدا له بعد القبول قفول نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل. Ici, dans les confins du Sahara, comme dans les cités impériales, l'allégeance au roi est le pacte d'alliance qui a cimenté les diverses composantes du peuple marocain.
Le sud marocain est chargé d'histoire. C'est de là que sont issues de prestigieuses dynasties marocaines, dont celle des Alaouites. Les Espagnols occupent le Sahara occidental que le Maroc revendique comme patrimoine. L'Espagne de Franco, qui s'apprêtait à le céder aux Marocains, fait volte-face dans les années 70 avec la découverte d'importants gisements de phosphate. Elle favorise la création d'un État indépendant sur le modèle des Émirats du Golfe, faible mais riche en ressources naturelles. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin est resté le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son arrêt répondant aux deux questions posées. Le Sahara était-il terre sans maître? Non, répond la Cour. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc? Oui, il existait des liens d'allégeance entre le Sahara et le Maroc. La réclamation du Maroc est donc juridiquement fondée. Et le soir même, Sa Majesté Hassan II surprend le monde en prononçant son discours. Il ne nous reste donc, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Nous devons, cher peuple, agir dans l'ordre et la discipline pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Tu dois prendre conscience de ce que représentent 350 000 citoyens, dont 10% de femmes. Car 350 000 personnes, dira le roi, c'est ce qu'il y a de naissance au Maroc. C'est la moisson d'une année. Hassan II a depuis des semaines imaginé le moyen de reconquérir le Sahara. La guerre d'indépendance du Maroc doit être complétée. À l'instar du prophète, le souverain fait appel à son peuple pour qu'il marche, armé d'un étendard vert et du Coran, vers les confins sahariens. Venus des quatre coins du pays, des volontaires descendent sur Tarfaya, pèsent de leur présence sur l'occupant espagnol. Épopée des temps modernes, la marche verte a été une opération où la spontanéité patriotique s'est conjuguée à la stratégie et à la logistique. 7813 camions, 17 000 tonnes de nourriture, 23 000 tonnes d'eau l'ont rendu possible. La marche verte, en réalité, n'est pas l'idée d'un chef d'État. C'est l'idée d'un ancien manifestant qui a manifesté en 1944 comme tous les jeunes. Et je me suis dit, bon, on a manifesté en 1944, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une manif, une grande manif, mais à l'échelon de 350 000 habitants. Et si les Marocains sont les Marocains que je connaissais, si les fils sont dignes des pères, bien, il en mourra 100, il en mourra 150, mais les autres continueront. Mais je me suis dit par la suite, pourquoi exposer les gens à la mort? Envoyons-les avec le Coran et le drapeau. Quel est ce sanguinaire qui osera tuer des hommes et des femmes complètement désarmés?
العزيز قال الله تعالى في كتابه الحكيم. Tu administres ainsi la preuve une nouvelle fois, cher peuple, de ta capacité de te dépenser sans limite aucune, corps, âmes et biens. Pour ta patrie, tu sais sacrifier spontanément, jusqu'au réconfort d'être dans ton foyer. Si tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut et invite-le sous ta tente à partager ton repas. Nous n'avons aucune inimitié à l'égard des Espagnols. Salue donc tout Espagnol que tu pourrais rencontrer, et si d'aventure il tire sur toi, poursuis ta marche, armé de ta seule foi, que rien ne saurait ébranler. Le pari semble gagner. Les Espagnols n'ont pas tiré. Madrid est prête à concéder le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Hassan II vient de retrouver l'état de grâce qui a marqué le règne de son père. Le 6 novembre 1975, jour de la Marche verte, demeurera probablement la date la plus décisive de son règne. Dieu a voulu que la Marche verte ait été inscrite dans l'histoire comme étant la marche la plus grande et la mieux réussie dans l'histoire. Je ne pense pas qu'on ait fait marcher 350 000 hommes dans l'histoire de l'humanité. Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche avait réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud, j'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui. Si la marche verte avait... Excusez-moi, le quitter? Oui. Je n'avais plus je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes. Et quand je le dis, je suis ému parce que je sais ce que c'est que quitter son pays. J'en ai été privé 2 ans et demi. Je connaissais l'attachement païen que j'ai pour ma terre, pour mon ciel, pour l'eau de mon pays, pour les plantes de mon pays, mais j'avais envisagé de partir. La Constitution prévoyant un conseil de régence durant la minorité du prince héritier, j'avais pris la décision de quitter mon pays. Et le lendemain, j'ai regardé mes arbres et mes montagnes et ma terre avec un tout autre œil. Excusez-moi l'émotion. Moi aussi, je suis ému à cette idée aussi. Enfin, grâce à Dieu, nous sommes là. Votre dernier mot en quittant ce pays, mon général, okay. La télévision française. Su última palabra. La última palabra, pues nada, que muy bien, que estamos muy satisfechos, muy contentos de que lo haya salido tan bien y tener la atención. Les forces armées royales, sous la gouverne du général Glimi, s'installent. Glimi, originaire de la tribu des Ouled Glim, est sahraoui. Il aura à affronter d'autres sahraouis qui ont donné naissance au front de libération de la Sakia El Khamra et du Rio de Oro, le Polisario. La reconquête pacifique cède le pas à la voie des armes. L'Algérie, discrète sur ses intentions jusqu'en octobre 1976, fait volte-face, soutient et arme le Polisario au nom du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est depuis 1973 que les soldats du Polisario se sont manifestés. Longtemps guides des troupes d'élite de toutes les armées qui ont occupé le Sahara, ils ont décidé de se battre pour leur propre compte.
Les grands nomades du désert entendent ainsi faire reculer le Maroc et la Mauritanie et se donner un État. Le temps de la guérilla à dos de chameau est révolu. En février 1976, les dirigeants du Polisario répliquent à l'occupation du territoire par le Maroc et la Mauritanie en proclamant la fondation de la République arabe sahraoui démocratique. Par cette déclaration, le Polisario impose l'idée que les Sahraouis ne sont ni des nomades ou des réfugiés, mais un peuple qui lutte contre une occupation coloniale. Des deux côtés de la frontière, deux nationalismes s'affrontent, tandis qu'une guerre fratricide va opposer les Sahraouis. Au nord comme au sud du Maroc, d'autres voix se font entendre. Dans les villes et villages, on pointe du doigt l'Algérie, qui poursuit la guerre des sables de 1963 par Polisario interposé. Un nouveau Katanga, s'exclament les Marocains, qui se rallient, quelle que soit leur obédience politique, derrière le roi. L'Algérie perdait toute crédibilité, la monarchie renforçait sa légitimité. En 1972 et en 1974, lors du sommet de la Ligue arabe au Maroc, l'affaire du Sahara est venue et le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins. Ce sont des musulmans. C'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est partie, à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. وسعوا الفرو
Sur le terrain, les forces du Polisario ont l'initiative des opérations. Ils savent parcourir cette immensité, se déployer, porter des attaques en territoire marocain ou mauritanien et se replier dans le sanctuaire du Tindouf que leur a concédé l'Algérie. Équipés d'un armement mobile et sophistiqué que leur livrent la Libye et l'Algérie, ils remportent des victoires en attaquant des garnisons marocaines isolées. L'armée marocaine se retranche dans les chefs-lieux du désert autour d'El Ayoun. Mais elle a l'avantage du nombre ainsi que l'aviation. Le Sahara s'embrase. Des camps de réfugiés apparaissent. On parlera de nouvelle Palestine dans cette guerre lancinante et meurtrière. Le Polisario arrive cependant à faire reculer la Mauritanie, où un coup d'État en 1978 débouche sur sa neutralisation dans le conflit. C'est l'armée marocaine qui deviendra désormais son ennemi principal. Nous avons réussi à faire échouer le premier plan du roi, qui consistait à avoir le Sahara, à pousser toutes ses forces, même les forces mobiles, civiles, toutes les forces, à avoir le Sahara et calmer tout et faire le fait accompli d'une façon très très rapide. Le Maroc entendait légitimer son occupation. Maintenant, cette occupation n'est plus légitime d'une façon définitive. Donc notre peuple pourra lutter le plus tard possible, mais il gagnera, c'est sûr. Ce qui fait que ce qui était clair, limpide, ce qui aurait dû être réglé bilatéralement entre le Maroc et l'Espagne, est devenu tout à coup, par une baguette magique, et je dirais maléfique, un sujet dont on fait un cas de génocide, de massacre, d'expansionnisme, alors qu'en réalité, nous ne demandons que la restitution de ce qui nous appartient. L'escalade aura-t-elle une fin? La guerre meurtrière du Sahara divise le Maghreb et l'Afrique, exacerbe la tension et l'hostilité entre Algériens et Marocains, pourtant peuples frères soudés par l'islam, comme ailleurs dans l'interminable conflit irano-irakien. Toutes ces questions sont mises de côté le temps d'invoquer Allah, son prophète, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Dieu reconnaîtra les siens. أعمل لكم الكيسان وهني كاس هذا وبقيت تتعمل البيعة للملك؟ نعمل البيعة أنا مالي تتعملها كل عام ولا كيفاش؟ أنا البيعة ما نحتاج نعملها، عملوها جدود 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 جدودو. تمت البيعة إلا واحدة ومشات مات البيعة. مات لي أنا ندير أنا بيع لجدود جدودي الأولين ببايعوا لجدوده هو، وبيعة واحدة صافي ولا عاق ماشي. البيعة اللي ثم كنا نجدوها. بيعة داروها جدود جدودي لجدودو، تمت البيعة على حالها وراهي مازالت عليه. أولادي بايعوا لأولاد، راهم أولادي بايع لأولاد أولاد أولاد، تم الحالة اللي انتهتني. الاستفتاء السؤال بها اللي أكبر مني أنا عارف واش فيه. أنا عسكري خلاص، نعرف إلا البارود أنا، إلا البلاد إلا اللي ما طاع الملك نخبطوه خلاص. صافي. نقولوا إحنا في الدين الإسلام عند العصر اللي يرعاه. العصر عنده الإمام يذن وتقوم الناس تصلي. حتى ذيك قضية عندها مولاها المقابلة هو اللي عارف. هو اللي عارف. الله ينصره وهو الملك. أنا عسكري من الجند والسلام اللي ما طاع الملك
وبغا يمس بلادي نخبطو صافي. Répète, Eco Whisky, Oscar Sierra Whisky. Continue. Hassan II a refait l'unanimité nationale. Mais, en attendant, la guerre d'usure est relayée par celle des communiqués des frères ennemis. Un conflit régional fait désormais les manchettes. La guerre du Sahara occidental s'est internationalisée.